plaisir est pour moi de vous savoir encore nombreux devant vos petits écrans à l'heure de l'émission Actu 7 sur 7 sur la chaîne de l'Espérance. Alors, messieurs et dames, bonsoir et bienvenue. L'actualité de la semaine a été essentiellement dominée par la sortie médiatique du net, nouvel engagement togolais, l'avis du président français Emmanuel Macron sur la crise togolaise, le démarrage des examens au Togo avec le BPC qui a ouvert le bal cette semaine. Voilà un peu les grands faits qui ont marqué la semaine et nous allons les décortiquer avec un invité en studio. Il s'agit bien entendu de M. Diri Komandega Tama, qui est le président du nouvel engagement togolais, le NET. M. Tama, bonsoir et merci pour avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et à vous voir, c'est toujours la forme. Oui, toujours la forme. Toujours serein et déterminé. Oui, bien sûr, bien sûr. Monsieur Tama, s'il faut résumer un peu votre vie, qu'en direz-vous? Non, je pense que je suis quelqu'un qui expérimente beaucoup de choses, qui est peut-être même on peut dire un touche-à-tout. J'ai une vie bien remplie au point où il m'arrive d'oublier certaines choses que j'ai déjà entreprises par le passé. Et je cherche à connaître parce que, vous savez, le monde il est vaste. Et la connaissance humaine est très vaste et on ne peut pas au cours d'une vie tout connaître, mais on peut essayer de connaître le maximum qu'on peut réaliser durant sa petite vie. Et votre plus grande ambition? Ma plus grande ambition, elle est togolaise, c'est de faire en sorte que les Togolais puissent tirer profit de leurs ressources naturelles, de leur potentiel humain et qu'on puisse, autant que peut-être moi j'essaie de le concevoir, de le construire autour de ma famille, qu'on puisse vivre en harmonie avec son milieu, ses proches, son environnement. Et je pense que si on arrive à cette béatitude, j'aurai atteint ma mission. Nous allons revenir sur votre parcours scolaire. Il s'est déroulé où et comment? Disons que j'ai beaucoup bourlingué, mais pour faire court, j'ai fait plutôt le collège, comme on le dit, le primaire et le collège entre mon village natal qui est Siou, dans le Dufergou, le collège Chamina Dakara, le collège protestant à Lomé, le lycée Nyantougou, j'ai eu le bac. Ensuite, j'ai fait donc l'université de Lomé, où j'ai préparé une licence en sociologie, même si j'ai commencé avec l'agronomie, puisque je suis plutôt de formation scientifique, avant de finir à Saint-Cyr, l'école spéciale militaire Saint-Cyr en France, où j'ai préparé un master en droit international humanitaire et bien entendu le diplôme de l'école. J'ai, avant de revenir au Togo, fait une spécialisation de l'arme blindée et cavalerie, donc ce que nous appelons les chars auto dans notre pays. Et puis bon, donc je suis rentré donc officiellement dans l'armée togolaise en 2003, après 4 ans de formation à Saint-Cyr et à Saumur. Et pourquoi vous avez servi l'armée togolaise combien d'années? On va dire, si on prend de façon absolue, donc de 2003 à 2008, ça fait 6 ans que j'ai été dans l'armée togolaise. Bon, maintenant, si on prend l'année d'enrôlement qui est 99, donc on peut dire que ça fait 10 ans que j'ai été dans l'armée togolaise. J'ai été commandant de peloton dans le peloton blindé togolais en Côte d'Ivoire lors de l'ONUCI 1 en 2004. Et puis j'ai été bien entendu commandant d'une compagnie dans le régiment blindé. Pour finir, instructeur tactique à l'école de formation des officiers des forces armées togolaises avant de rentrer dans la vie civile. Et quels souvenirs gardez-vous peut-être de Saint-Cyr ou bien de l'armée togolaise? J'ai 2 souvenirs. Saint-Cyr, c'est l'école du don de soi. Vous savez, quand moi j'ai quitté le Togo, je pensais que j'étais un grand sportif. En 1998, j'ai pris un vélo pour aller de Lomé à Siou, Nyantougou. Vous a fallu combien de jours? 2 jours et demi. Donc je pensais que avec ça, en rentrant à Saint-Cyr, je serais tranquille, mais je me suis rendu compte qu'il y en avait plus fort que moi. Donc Saint-Cyr, c'est d'abord l'école où on va à la rencontre de ses propres limites. Limites physiques, parce que c'est très très physique. Limite intellectuelle, parce que quand vous rentrez, c'est la crème de la société française. Hein. C'est la plus grande école militaire qui prend des élèves qui préparent les grandes écoles. Saint-Cyr fait partie des grandes écoles du système scolaire français. Donc vous tombez vraiment sur des gros esprits et vous vous rendez compte aussi que
Quand j'ai eu le bac en 2015, je faisais partie des 10 premiers dans la série D. Je pensais que j'étais plutôt très intelligent, mais vous voyez, vous rencontrez, vous vous rendez compte que non, il y en a... Comme on le dit chez nous, voilà. Ça voudrait dire qu'il y a toujours, après soi, il y a... Voilà, donc c'est sincère, je pense que ça a été l'école qui m'a ramené à des réalités qui m'a rendu modeste. Parce qu'on se rend compte que oui, physiquement, on a de grosses lacunes. Intellectuellement, qu'on n'est pas forcément aussi élevé que d'autres personnes. Et puis, bon, ben, ça amène à se poser des questions, à être moins, je pense que moins ambitieux, ou bien, à la limite, même moins pédant. Et l'école, l'armée togolaise m'a appris le partage. Vous savez, on n'en parle pas suffisamment, mais l'armée, c'est l'école de l'humilité. Quand vous allez faire 200 km de marche, à partir du 250 km, tout le monde est fatigué. Et si vous ne vous soutenez pas, vous n'arrivez jamais ensemble. Contrairement à ce que les gens pensent, on est très mal payé dans l'armée. Bon, à l'époque, quand moi j'y étais, je ne sais pas si maintenant ça a changé. Et donc, si vous ne partagez pas, vous ne pouvez pas vous en sortir. Les salaires ne sont pas très bons. Et en votre temps, l'officier gagnait combien? Moi, je parle que de moi. En lieutenant, vous êtes revenu moi, je parle que de moi. Je suis parti lieutenant en étant payé à 150 000 francs. Vous savez, c'est pas... Quand j'entends parfois les gens disent ouais, les militaires, mais les militaires ne sont pas payés. Je ne sais pas si ça a changé, mais je pense qu'il y a une revalorisation. Mais à l'époque, on était payé 150 000 francs, mais l'officier était astreint à avoir une voiture parce qu'un lieutenant qui n'a pas de voiture, c'est quel lieutenant ça? Donc avoir une voiture, déjà il faut faire un prêt pour acheter la voiture. On vous coupe autour de 60 à 110 000 francs, voire parfois à 110 000 francs. À l'époque, la BTD ne dépassait pas 110 000 francs. Tous les officiers étaient plus ou moins à la BTD. Et donc, il vous reste à peu près 80 000 francs. Vous avez peut-être loué une maison quelque part. Moi, j'avais commencé à construire un chantier. Et donc, vous vous rendez compte que, ben voilà, s'il n'y a pas cette solidarité-là au niveau entre officiers et qui fasse que vous partagez beaucoup de choses en commun, vous ne vous en sortez pas. Donc, c'est le code de l'humilité, le code du partage. Et puis, il y a beaucoup de valeurs humaines dans l'armée. On n'en parle pas assez. Je ne le dis pas parce que je suis un ancien officier, mais je crois que le peuple togolais gagnerait peut-être à mieux connaître l'armée parce qu'il y a beaucoup de valeurs. Mais valeurs de camaraderie, valeurs de solidarité, je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, bon, ben, des valeurs aussi qui sont républicaines, le respect d'autrui, le respect de l'opinion d'autrui, et puis surtout la discipline. Et malgré tout ça, pourquoi vous avez fait un virement à 90 degrés de l'armée à la vie civile? Vous m'avez demandé de me décrire, je vous ai décrit que tu es quelqu'un qui faisait beaucoup de choses. Disons qu'après 5 ans dans l'armée togolaise, le moment où c'est intéressant, c'est quand on est officier subalterne. Officier subalterne, c'est lieutenant-capitaine. Vous sortez sur le terrain avec vos gars, vous faites tout sur le terrain avec vos gars. Bon, quand vous montez un peu plus ce que vous retrouvez dans un bureau, ben, si c'est pour se retrouver dans un boulot, tant qu'à faire, il vaut mieux aller faire dans la vie civile et gagner un peu plus d'argent. Bon, je ne dirais pas que je n'ai pas eu des soucis, il faut aussi avoir le courage. J'ai eu quelques soucis avec une certaine hiérarchie. Et j'ai compris que, bon, ben, à la limite... Votre place n'était pas là. Je serais mieux ailleurs et c'est parti. Effectivement, vous êtes aussi écrivain. Voilà, disons que j'ai commencé à écrire mon premier livre, Parcours de combattant, quand j'étais dans l'armée. On peut même éventuellement dire que c'est une des raisons. Je serais resté dans l'armée, je n'aurais jamais publié ce bouquin-là parce que, bon, les militaires ne m'auraient jamais autorisé à publier un bouquin en étant dans l'armée. Il y a le devoir de réserve. Donc j'ai commencé à écrire le premier bouquin Parcours de combattant quand j'étais encore dans l'armée, qui est sorti aux éditions L'Harmattan en 2010. Et l'année suivante, j'ai fait sortir un second, Chronique de la caserne, qui lui vraiment parle d'une partie de mon expérience dans l'armée. Et puis bon, après, je crois que j'ai eu un contrat avec l'Harmattan qui fait qu'aujourd'hui je représente les éditions L'Harmattan au Togo. Donc voilà, bon, malheureusement d'autres activités aujourd'hui ne me laissent pas suffisamment de temps pour écrire, même si je pense que je vais tout faire pour corriger ce tir-là assez rapidement. Pour couronner le tout, vous êtes aussi homme politique, président du parti Le Net. Oui, bon, maintenant après vous savez, il y a eu un processus de l'ancien officier devenu écrivain et blogueur. Parce que c'est nous, avec quelques-uns qui avons, maintenant ce terme a disparu, c'est malheureux, mais qui avons valorisé et divulgué les histoires de blog maintenant, Facebook et WhatsApp en tout prix. Mais voilà, donc j'avais commencé à régulièrement intervenir comme blogueur.
Et la presse a commencé à s'intéresser à mes écrits, à mes posts, comme on les appelait. Et donc progressivement, j'ai commencé à aller intervenir sur les médias, à être très critique de la classe politique. Et au bout d'un certain moment, on s'est dit, mais est-ce qu'on va continuer à critiquer les gens? Parce que la critique, l'art est difficile, mais la critique est facile. Est-ce qu'on va continuer à critiquer les gens en disant, oui, et je continue à le dire aujourd'hui, les gens sont restés bloqués sur 91, conférence nationale souveraine, ou bien on rentre dans la danse? Donc au moment, on a dit, moi je ne suis pas le genre de personne qui regarde les gens dans l'arène, je rentre, je prends les coups, j'en donne si je peux. Et puis voilà, plus on est nombreux, plus on rigole. Et maintenant, vous êtes le président le NET. Quels sont les objectifs et la vision du NET? Le NET a un objectif qui est très simple, c'est façonner une société togolaise qui soit plus respectueuse des valeurs, je l'ai dit. Parce que vous savez, la politique doit en toute chose viser l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Quand on dit conditions de vie, il ne s'agit pas uniquement des conditions de vie matérielles. Il y a des conditions de vie religieuses, des conditions de vie intellectuelle, de l'épanouissement même des individus. Donc c'est ça. Et pour cela, c'est qu'il faut asseoir une démocratie basée sur non seulement l'état de droit, mais l'indépendance des institutions. Parce que si vous avez l'état de droit et vous n'avez pas des institutions fortes et indépendantes, vous ne réglez pas la démocratie. Donc, état de droit et indépendance des institutions de telle façon que l'ensemble de ces points-là permettent l'épanouissement du Togolais. Ça, c'est notre vision, ce sont nos objectifs. C'est dans cette optique que vous avez effectué une tournée en Europe dans le courant mois de juin. Une tournée qui a été sanctionnée par de mauvais souvenirs. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Bon, disons que pour être honnête, j'étais en tournée en voyage privé. Mais il y a certains partis qui ont les moyens de payer des tournées politiques à leur président et leurs responsables. Nous, on n'en a pas. Donc, ce qui fait que chaque fois qu'on se déplace, on essaie de faire d'une pierre deux coups. Il y a 2 ans de cela, notre responsable de la jeunesse était à l'Abidjan, il a rencontré le ministre de la jeunesse là-bas. On ne l'a pas envoyé pour ça, mais chaque fois qu'un de nos responsables se déplace et qu'il peut rencontrer des gens, il rencontre. Donc, du coup, j'avais un séjour un peu long de 2 semaines sur l'Europe. Et puis, bon, bien entendu, on a dit on va faire d'une pierre deux coups, entre courir et acheter les marchandises et les transporter, et pouvoir faire de l'activité politique. Pourquoi pas? Parce que de toute façon, on est politicien partout où on aille. Donc, il y a 3 activités qui ont été menées. Une activité diplomatique. J'ai été reçu à l'Union européenne. Par les chancelleries. Par l'Union européenne et Quai d'Orsay. J'ai rencontré beaucoup de médias internationaux avec des émissions, RFI, Africa 24. J'ai rencontré des journalistes de TV5 Monde, France 24. Et ensuite, j'ai eu des rencontres bilatérales avec des Togolais de la diaspora. Certaines rencontres se sont faites dans un café autour d'un café à 5 ou 6 personnes. Et d'autres se sont faites plutôt dans des salles de réunion parce que quand la sollicitation était un peu plus grande, il était préférable de trouver un endroit pour pouvoir se retrouver. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvé le 24 juin dernier à Bruxelles, dans une salle, en réponse à l'appel de certains Togolais qui avaient souhaité nous écouter sur l'idéologie du net, comme vous venez de le faire, mais surtout aussi la position centriste, puisqu'aujourd'hui nous faisons partie d'un courant qui s'appelle le courant centriste. Composé bien sûr composé du net, du CPP et du PDP. Et donc, nous avons répondu à cette invitation et malheureusement, certaines personnes, je dis bien certaines personnes dans la salle, sur la quinzaine de personnes, il y a eu 3 qui se sont illustrés assez négativement, étaient venus avec, pour idée, arrêter tout simplement d'agresser l'orateur, parce que nous avons présenté, nous avons fait une communication sur 3 points. Le premier, bien entendu, concerne la crise togolaise, les apports de solutions proposés par le net et puis le rôle de la diaspora à la résolution de la crise. Et puis bon, après on a passé la parole à ceux qui étaient là et au lieu de la parole, on a reçu des jets d'œufs. Mais je précise encore que c'est d'autres personnes qui étaient dans la salle, ce n'est pas forcément uniquement les gens avec lesquels ils sont venus, qui sont donc des militants, des sympathisants, mais d'autres personnes qui étaient dans la salle se sont interposées pour faire échec à cette tentative parce qu'ils considèrent à juste titre que la démocratie est avant tout la liberté d'expression et d'opinion, et dont je profite encore une fois pour les remercier. Est-ce vos propositions qui ne les avaient pas plu ou bien c'est votre tête? Non, je pense beaucoup plus que c'est ma tête, puisqu'on a vu sur des vidéos que des gens qui quittent l'Allemagne ont acheté des œufs dans des supermarchés, les ont bénis. Il paraît que les œufs ont une valeur, une vertu neutralisante des pouvoirs, encore faudrait-il que moi j'en ai.
Non, il y a le caractère prémédité et planifié de cette agression ne fait pas l'ombre d'un doute, puisque les gens étaient venus avec l'idée de faire cela. Autrement, les propos que j'ai tenus dans cette salle sont les propos que je tiens tous les jours, partout. Et honnêtement, dites-moi ce que c'est la démocratie s'il n'y a plus de liberté d'opinion. En réalité, qu'on présente une opinion, si quelqu'un n'est pas d'accord avec l'opinion, il avance ses arguments. Il avance ses arguments. Et comme c'est des propos que j'ai toujours l'habitude de tenir, ben, pour peu que la personne ne soit pas intéressée par mon opinion, mais qu'il ne vienne pas. Mais venir agresser physiquement sous le prétexte qu'on n'est pas d'accord avec ce que l'autre dit, c'est une intolérance qui est incompatible avec les valeurs de démocratie, de pardon, d'écoute d'autrui et du vivre ensemble que nous professons dans notre pays. Mais en voyant les vidéos sur les réseaux sociaux, il paraît que vous les avez fait poireauter pendant des heures. Non, c'est pas... Voilà, après maintenant, il y a une question de coordination. Le match de la Belgique, quand nous avons fixé la date du 24 avec ceux qui voulaient nous rencontrer, personne n'avait regardé la date des matchs de la Coupe du Monde et il s'est trouvé que le match de la Belgique se passait à 14h. Nous avions prévu faire la réunion à 14h30. Les canaux par lesquels on avait annoncé la réunion, on est passé par les mêmes canaux pour dire, du fait, et avec un délai de 48 heures, du fait du match de la Belgique, nous allons commencer la réunion à 16h pour permettre à ceux qui vont regarder le match, parce que c'est un peu comme vous organisez une réunion au Togo quand les éperviers jouent. Il n'y aura personne. Il n'y aura personne. C'est la gente patriotisme. Voilà, si c'est la gente masculine que vous invitez, ne comptez pas beaucoup sur elle pour venir regarder votre affaire. Donc, on a dit, ben, on va reporter la réunion sur 16h. Ben, il se trouve qu'il y a des gens, surtout ceux qui étaient préparés par rapport à ça, qui n'ont pas eu l'information, qui sont arrivés à 14h. Secondo, c'est que quand nous sommes arrivés même sur place avant 16h, mais il y a une ambiance qui était dans la salle et les personnes qui organisaient le truc avec moi, ils ont tout fait pour me convaincre de ne pas venir. C'est ça qui a causé un retard encore parce qu'ils ne voulaient absolument pas que je vienne, craignant. Alors, donc c'était prémédité, ils voulaient... Voilà. Ils ont dit qu'ils ont vu l'ambiance, ils ont entendu certains propos, qu'il serait dangereux que je vienne. Mais bon, d'abord, c'est que... Pourquoi vous avez insisté? Non, il ne faut pas que les obscurantistes aient le pas sur la liberté. Non, c'est pas possible. Si je leur ai dit, je viens, s'il y a de la violence, je m'en vais, parce qu'on ne va pas nous retrouver à un poste de police en train de dire, il y a des Togolais qui sont venus se battre. Non, ça n'a pas de sens. Parce que quand vous voyez sur la vidéo, dès que les œufs ont commencé à geler, j'ai pris mon sac, j'ai pris mes 2 portables, je suis sorti de la salle. C'était prévu, ils ont fermé la porte derrière moi. C'est après même moi que j'ai vu que des gens pris des chaises pour me poursuivre, que des gens ont failli casser la porte de choses. Ben, ça, je l'ai découvert sur les vidéos parce que moi, je suis parti. Mais c'est pas, si nous cédons le pas sur l'obscurantisme, sur le déni de la démocratie, c'est que nous allons donner raison à ceux qui sont au pouvoir. Parce que nous ne pouvons pas combattre des gens pour des méthodes que nous-mêmes nous utilisons entre nous. Si nous disons aujourd'hui que UNIR est le parti au pouvoir qui est là depuis des dizaines d'années, mais utilise des méthodes pour empêcher éventuellement la liberté d'expression, la liberté de manifester, pour empêcher l'alternance, et que nous-mêmes, entre nous, nous faisons preuve des mêmes méthodes, c'est extrêmement grave et c'est particulièrement même d'ailleurs préoccupant. Et vous avez la même chemise que ce que vous avez porté dans la vidéo. Ça faisait longtemps que je n'ai plus fait de trucs, donc vous faites subvenir. J'espère qu'il n'y a pas de lanceur dans la salle. Non. Mais bon, voilà, je me suis rappelé, je me suis dit, tiens, je vais faire un clin d'œil. Si les lanceurs de me retrouvent, qu'ils sachent que, bah, voilà. Non, il semble, la chemise a survécu. Et c'est un bon souvenir. Non, mais après, maintenant. Vous savez, nous sommes des politiciens et après, les politiciens, c'est l'opportunisme. Moi, des gens m'ont permis d'être à la une de tous les médias nationaux et internationaux durant une semaine minimum. Ils ont fait votre pub. Ils m'ont fait une méga pub. Bah, moi, je n'en demandais pas tant, mais tant qu'à faire, moi, je ne... Quand vous êtes en politique, si vos positions ne sont pas attaquées, ça veut dire que vous n'avez pas, en réalité, une vraie position. Ça veut dire que, parce que nous, on n'est pas rentré en politique pour sûr. Si c'était pour faire du suivisme, il y a beaucoup de grands partis qui existaient, peut-être qu'il y aurait eu beaucoup qui m'auraient accueilli avec beaucoup de plaisir. Donc, si nous sommes rentrés en politique en 2012, c'est parce que nous avons supposé qu'il y a
des zones d'ombre qui méritaient d'être éclaircies et que nous, on veut rentrer dans ces zones-là. Donc, si vous n'avez pas des personnes qui sont de vos détracteurs, ça veut dire que votre politique n'est pas... Mais c'est votre tendance centriste, puisqu'ils se disent que si tu n'es pas ni chaud ni froid, on n'y a Non, pas... c'est parce que, c'est pour ça, bon, moi, parfois, les gens nous disent, vous faites de la politique des intellectuels. Peut-être que c'est notre défaut. Peut-être malheureusement que une certaine opposition dans notre pays a eu tendance à tellement réduire, infantiliser le débat politique que quand le niveau monte un peu, on n'arrive pas à y comprendre. Le centrisme, ce n'est pas l'absence d'idéologie. Nous sommes un parti de l'opposition. Nous sommes un parti qui veut l'alternance dans ce pays. Nous ne sommes pas dans la majorité par les présidentielles. Si un jour ça arrive, peut-être qu'on ne sera pas du centre. Mais le centrisme, c'est d'abord une idéologie politique qui a trois éléments. C'est d'abord le pragmatisme. C'est le premier élément, le pragmatisme. Et ça, il faut toujours le marteler. Nous, tant que nous ne serons pas pragmatiques, on ne s'en sortira pas. Quand en septembre, on nous a dit dans ce pays, ou bien en août-septembre, on nous a dit retour à la Constitution de 92, notre pragmatisme nous a dit, mais les gars, vous êtes bien gentils de dire retour à la Constitution de 92, mais nous n'avons pas les quotas à l'opposition à l'Assemblée qui nous permettent d'aller... Donc, c'est bien beau. C'est beau même quand on dit retour à la Constitution. Mais on n'a pas encore les moyens. Donc, demandons quelque chose que nous pensons pouvoir négocier. Et si les gens là, les gens du pouvoir ont couru pour faire une modification, pour faire un projet de loi constitutionnelle, mais prenons-les au mot, parce qu'ils sont en position de faiblesse, et proposons le maximum de choses. Au lieu de dire retour à la Constitution de 92 et départ de Foyassi. Mais c'est ça notre pragmatisme. Le deuxième élément, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'humanisme. Il faut que la politique serve aux citoyens, aux Togolais. Il ne faut pas que la politique ne serve uniquement qu'aux intérêts des hommes politiques. Bien entendu qu'on y trouve notre compte. Aujourd'hui, vous ne trouvez pas un seul homme politique qui ne mange pas 3 fois par jour. Honnêtement, s'il ne mange pas 3 fois par jour, c'est parce qu'il n'a pas eu envie de manger. Nous sommes plutôt bien. Il faut pas non plus. Je crois que ce n'est pas tout le monde. Hein? Tous les hommes politiques, leaders politiques qui sont sérieux avec eux-mêmes mangent 3 fois par jour. Donc, il faut que notre politique contribue aussi à faire en sorte que l'ensemble des Togolais puissent trouver ces 3 pas par jour. On ne leur raconte pas des histoires. Moi, je refuse ce débat qui consiste à dire qu'il suffit qu'on vienne au pouvoir et que tout va aller bien. Non. Demain, moi, je suis chef d'entreprise. Demain, il faudrait que les Togolais travaillent plus durement. Et nous, en tant qu'acteurs politiques, il faut qu'on mette en place les lois pour encadrer l'ensemble du travail des Togolais pour que le mérite revienne à ceux qui travaillent beaucoup. Aujourd'hui, moi, je suis parfois meurtri quand je vois des jeunes qui sortent des écoles et qui ont vraiment des envies, qui sont ambitieux, qui sont prêts à travailler 24 heures par jour, qui ne trouvent pas de boulot. Mais au même moment, il y a des paresseux, il faut avoir le courage de le dire. Le gars qui est paresseux n'a pas le même mérite que celui qui travaille 3 fois par jour. Et notre travail en tant qu'acteur politique, ce n'est pas de dire au Togolais, non, écoutez, si demain on vient au Togo, il y aura l'or et le miel va couler. Non, mais c'est de dire que les gens qui veulent travailler, qui se retroussent les manches, vont pouvoir être récompensés à la hauteur de leur travail. Et le troisième élément, chez les centristes, et ça il faut aussi absolument le dire, c'est le progressisme. C'est ne pas considérer que tout est noir et que quand nous on va venir, tout va être blanc. Je vous donne un exemple très simple. Actuellement, le gouvernement a décidé de faire la promotion de l'énergie solaire. J'applaudis. C'est une bonne chose. Moi-même, je faisais ça. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que c'est M. Foyassi qui fait la promotion de l'énergie solaire qu'on va dire non, c'est nul. Non. Le progressisme veut qu'on puisse tisser, comme Yadma le disait. Et c'est au bout de l'ancienne post-continent nouvelle. Il faut qu'on dise qu'il y a une continuité. Il faut que le gouvernement, le pouvoir qu'il y a aujourd'hui, le jour où il va partir, nous on puisse reprendre certaines choses qu'il a faites et peut-être recréer certaines choses. Mais il doit avoir de la continuité. L'homme n'est pas que blanc et noir, l'homme est gris. Parce qu'en l'homme, il y a du blanc et il y a du noir. Nous on refuse de voir que du blanc du côté de l'opposition et du noir du côté de ceux qui sont au pouvoir. Maintenant, qu'on nous traite de centristes, de vendus, de béquilles du pouvoir et tout ça, honnêtement, moi, ça m'en touche l'une sans faire bouger l'autre. Parfois, même sans faire plaisir, ça veut dire qu'on atteint notre objectif. À votre retour au pays, vous avez rencontré la presse. Nous allons visualiser l'élément et revenir pour le commentaire. Nécessité pour les acteurs de la crise togolaise de trouver une solution par eux-mêmes sans forcément attendre l'intervention de l'extérieur. Et surtout, s'ils ne veulent pas voir la CEDEAO leur imposer une solution qui n'avantagerait personne.
C'est d'abord l'appel qu'a lancé le président du nouvel engagement togolais lors de cette conférence de presse. Nous regrettons aujourd'hui que nous soyons obligés, à force de ne pas nous entendre, obligés d'attendre la décision de la CEDEAO en ce qui concerne la crise togolaise. Et nous exhortons l'ensemble des acteurs à essayer d'aller au-devant de leur position et peut-être surprendre agréablement la CEDEAO en trouvant entre les différents acteurs une solution à la crise togolaise. Nous pensons que tout le monde sait les éléments sur lesquels il faut évoluer. Si on peut faire cet effort-là, nous aurons montré que nous avons atteint la maturité suffisante dans notre pays pour régler nos problèmes nous-mêmes. Il a mis ensuite l'accent sur ces différentes rencontres avec l'Union européenne et la France et ce que ces dernières attendent de la classe politique togolaise pour la résolution de la crise. Nous avons, à l'issue d'une tournée privée, essayé de rencontrer des chancelleries. Nous avons été reçus à l'Union européenne et au Quai d'Orsay, où nous avons présenté l'ensemble des propositions des centristes dont nous faisons partie, et puis l'apport que l'Union européenne et la France peuvent faire, surtout sur le processus électoral togolais. M. Diéry Tamé est enfin revenu sur l'agression dont il a été victime le 23 juin dernier à Bruxelles lors de sa tournée européenne, et de regretter cet acte posé selon lui par des Togolais instrumentalisés. Nous déplorons malheureusement lors de cette rencontre-là une agression sur notre personne, une agression de certaines personnes dans la salle, mais cette agression a été vite enrayée par une riposte et une réaction patriotique d'autres Togolais qui ont mis un terme à cette agression. Le plus important, c'est que nous exhortons l'ensemble des Togolais à réellement cultiver la culture de la tolérance, parce que nous avons remarqué à l'issue de cette agression que l'intolérance avait gangréné sérieusement les rapports entre les Togolais et que nous n'acceptions plus que d'autres Togolais aient un avis qui soit différent du nôtre. Il est très important que pour notre vivre ensemble, pour la consolidation de notre tissu social, nous acceptons et que nous acceptons des avis divergents. Le président du NET a également convié la classe politique à tout mettre en œuvre pour rapporter les prochaines élections législatives et se donner ainsi les chances de gagner la présidentielle de 2020, quel que soit le cas de figure qui se présentera. Un reportage signé Régis Talipeti. Donc c'était le lundi dernier, président. Pourquoi cette rencontre? Non, parce que vous savez, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. J'ai même entendu que le président Diéry Tamé a fait un montage spécial de cette agression pour faire parler de lui. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites lors de cette agression. Il y a le pauvre Anani Sossou qui a eu une attitude respectable, qui a fait l'objet de viles attaques. Et à mon sens, il était très important de clarifier, de clarifier les choses, de dire les choses telles qu'elles sont passées. Mais vous avez vu que la conférence tenait sur deux éléments. L'élément même le plus important, dans le sens, ce n'est pas notre agression. Peut-être qu'on en aura d'autres. Vous savez, dans l'armée, on m'a déjà tiré dessus. Et c'est beaucoup plus dangereux quand on tire dessus que des autres. Donc, honnêtement, moi, 15 minutes après cette agression, je buvais une bière dans le bar avec des copains. C'est rien. Quand on est un homme politique, on doit s'attendre à ça. C'est comme quand on est militaire, on s'attend à ce qu'on vous tire dessus. Même il y avait Sarkozy qui avait reçu la farine, il y avait Bush qui a reçu les chaussures. Moi, je n'en fais pas tout un plat. C'est des gens qui ont choisi de me faire la notoriété, c'est tant mieux. Mais l'élément le plus important, en sens aussi de cette conférence, c'est ce que nous déplorons. Aujourd'hui, nous avons, par incapacité de nous entendre au Togo, nous livrons l'avenir de notre pays à la décision d'autres pays. Nous oublions un petit détail, c'est que... Mais avant de revenir là, oui, Président, au fait, vous parlez de la tolérance. Ne pensez-vous pas que cette tolérance tire ses racines dans l'histoire du Togo? Non, vous savez, on a deux choses. On a la possibilité de dire on rend le mal par le mal, ou on gère le mal par la pédagogie. Si nous voulons aujourd'hui dire oui, moi chaque fois que j'ai été le premier leader politique à dénoncer la sortie des miliciens. J'ai été le premier, à mon sens, à dénoncer l'attaque ou bien l'arrestation rocambolesque de l'imam Al-Sokodé. Et sur la condamnation de la violence, j'ai entendu, je l'ai dit lors de la conférence, j'ai entendu des gens dire oui, mais Diéry Tamé s'est moqué du chauffeur de Jean-Pierre Fassan. Préciser que j'ai condamné avec fermeté l'agression de Jean-Pierre Fassan dans les rues de Lomé et j'ai fait une boutade qui peut être malheureuse. Je l'ai dit, je m'en excuse encore au chauffeur s'il a pas mal pris. Ça peut arriver, mais bon, souffrez aussi que les hommes politiques se permettent. Il s'agit d'Apollinaire Attila. Voilà. Mais
Et la violence doit être condamnée à tout prix. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui font de la violence qu'on doit reprendre par la violence. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il faut identifier quel est l'adversaire. Moi, aujourd'hui, si Jerry Tama décide de ne plus faire la politique, le rapport de force au Togo ne va rien changer. Je ne suis capable de rien décider. Je ne suis pas dans les cercles de décision de unir du pouvoir, ainsi de suite. Donc, je crois que ce que nous, acteurs politiques, parce que ce que moi j'ai écouté, lu, au lendemain de cette agression, c'est un peu comme si vous n'êtes pas de la même opinion que moi. On peut vous tuer, c'est une bonne chose. Et c'est extrêmement difficile. Si tu ne m'arranges pas, pourquoi me déranger? Oui, mais d'accord. Qu'on puisse affronter verbalement, il n'y a pas de problème. Organisez-vous les médias. Demain, une conférence débat ici, avec quelqu'un qui n'est pas dans la même position idéologique que moi. Et on débatte, bien. Mais qu'on n'aille pas s'agresser physiquement. Parce que, d'abord, à ce jeu, nous faisons l'intérêt de ceux qui sont au pouvoir. Parce que je l'ai dit. Mais ça profite à certains. Non, ça profite à... Toute cette intolérance intra-opposition ne profite qu'à ceux qui sont au pouvoir pour deux raisons. C'est que pendant que nous on se bat, ils sont tranquilles. Vous savez, actuellement, UNIR est en train de préparer les élections législatives. Et nous, on est en train de s'entre-déchirer à Lomé à coup de communiqués interposés. Et puis, secondo, c'est que ça leur permet de dire, écoutez, avec ce degré d'intolérance, vous comprenez parfaitement pourquoi est-ce que nous sommes obligés de rester un peu plus longtemps au pouvoir. Parce que si M. Jerry Tama ou un autre, parce que... Maître Apéfon avait une fois été attaqué. Même un autre rédacteur qui trouve que c'est bien fait pour moi, Nicolas Lanson, avait été attaqué et nous avions condamné cela. Mais si, entre nous-mêmes, nous faisons preuve de cette intolérance, ils disent, mais imaginez ce qui se passera le jour où il y aura l'alternance. Parce que ce n'est que des positions divergentes alors qu'on se retrouve sur l'essentiel, la nécessité de l'alternance. Si maintenant on fait ça, si on trouve que M. Jerry Tama, qui n'a pas du même avis que la C14 sur certaines questions, quoique nos points divergents ne sont même pas très loin, et on doit lui balancer des œufs, l'attaquer par des chaises, le tuer, le taper, le faire tout ce qu'on veut. Mais demain, qu'est-ce qui va se passer s'il y a l'alternance? C'est-à-dire que nous qui avons été au pouvoir pendant un certain nombre d'années, on va le brûler vif. Voilà, et donc ça fait le jeu de ces personnes-là qui disent, vous voyez bien que le pays n'est pas encore prêt pour l'alternance, parce que ceux qui professent cette alternance-là encouragent des positions qui sont extrémistes. Je ne pense pas que les leaders politiques encouragent l'alternance, mais je pense que nous devons, de façon systématique, continuer à marteler que nous sommes contre la violence et condamner fermement la violence d'où qu'elle vienne. Pas uniquement quand elle est faite sur M. Jerry Tama, mais chaque fois, moi j'ai toujours déploré que chaque fois que des personnes se sont levées pour aller encercler une radio ou bien une télévision, parce que quelqu'un venait de faire une émission en direct et qui n'était pas d'accord, qu'il n'y ait pas de condamnation forte de l'ensemble de la classe politique. C'est ça, l'intolérance se nourrit du silence des leaders politiques. Ça se nourrit du silence. Et maintenant, pour combattre ça, parce que depuis fort longtemps, quand je parle de l'histoire, nous avons vu un peu le culte contre d'autres. Et au fil des temps, c'est le nord contre le sud. Et les gens continuent toujours par animer ces tendances. Oui, c'est vrai que, vu ce temps-là, je suis d'accord. C'est vrai que le Togo a toujours été binaire. C'est-à-dire qu'au départ, c'était culte contre PTP, après on a eu UFC contre RPT, aujourd'hui c'est beaucoup plus ANC contre UNIR. Donc soit vous êtes du côté de l'ANC, et là vous êtes anti-guillemets du côté du peuple, et soit vous êtes du côté de UNIR et vous êtes anti-guillemets du côté de l'oppresseur. Si vous n'êtes pas du côté de l'ANC, c'est que vous êtes forcément du côté de UNIR. Et c'est ce carcan-là qu'il faut casser pour deux raisons. La première, c'est que quand vous prenez les élections de 2015, qui sont les toutes dernières, ou bien même les élections de 2013, vous vous rendez compte que le taux de participation tourne autour de 60%. Ça veut dire qu'il y a 40% de la population togolaise qui ne s'intéresse pas à la politique, soit ou qui ne se retrouve pas entre les deux. Donc, comment est-ce qu'on peut se lever pour dire en réalité on a la voix du peuple alors qu'il y a 40% du peuple qui ne se retrouve pas et qui est donc la majorité entre les, parce que quand vous divisez 10% par 3, 40% est la majorité. Donc ça veut dire qu'ils ont, si les 60% se partagent, ils ne se partagent pas plus de 40% chacun. Donc c'est quand même assez inquiétant. Le deuxième élément, c'est que mais si nous avons accepté la charte du multipartisme en 91, c'est parce que nous reconnaissons la nécessité qu'il y ait une altérité d'opinion. Sinon, on allait dire qu'il n'y a que deux partis politiques au Togo, binaires, et puis comme ça, tranquille. Si vous ne voulez pas aller dans la gauche ou la droite, vous faites ce que vous voulez. Aujourd'hui, le monde est au centrisme, parce que le centrisme est pragmatique. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il y a des gens qui nous combattent, ils ne combattent pas tant le fait qu'on
qu'on ne trouve pas nos propositions, parce qu'elles sont là tous les jours, mais ils combattent cette nouvelle façon de faire la politique qui peut progressivement, et nous sommes dans le long terme, mais on n'est pas dans le court terme, qui peut progressivement montrer qu'on peut faire la politique autrement, en ayant des propositions courageuses, concrètes, et en ayant le courage aussi d'affronter tous les extrémismes. Parce qu'au Togo, vous vous souvenez, à l'époque de Détia, si vous n'êtes pas du côté de Détia, c'est que vous êtes un nomade. C'est malheureusement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Vous n'êtes pas, si vous revendiquez de l'opposition, vous n'êtes pas du C14, c'est que vous êtes un nomade. C'est inadmissible et nous n'accepterons cela jamais. Revenons sur vos propositions par rapport à cette sortie médiatique. Oui, maintenant, effectivement, vis-à-vis de la crise togolaise. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que nous avons, par notre incapacité à discuter, amené la CEDEAO, qui est un regroupement de partis politiques, ce n'est pas le bon Dieu, ce n'est pas le Vatican, qui est un regroupement de partis politiques, d'États qui ont leur intérêt, il faut aussi l'avouer, qui est un regroupement d'États qui ont leur intérêt personnel à prendre des décisions au nom du Togo. Premier élément, c'est que cette décision, quelle que soit la décision que la CEDEAO prendra, ça ne sera jamais à la satisfaction d'aucune des parties. La question, est-ce que ça sera la satisfaction du peuple togolais? Point d'interrogation. Et le secondo, c'est que, et on l'a vu par le passé, mais si vous n'arrivez pas à vous entendre, même les décisions qu'on prend, il faut bien que quelqu'un les exécute. C'est ça le problème. C'est qu'on a refusé. Il y avait une bonne chose qu'on a mise en place au lendemain de l'APG, c'était le CPDC, qui était une bonne chose sur papier. Cadre permanent de dialogue et de concertation. Mais ces recommandations sont dans les tiroirs. Ben oui, parce que certaines personnes ont choisi à un certain moment de ne pas y participer, comme d'habitude, et à partir de là, ça a vidé le CPD de toute son essence. Parce qu'aujourd'hui, même si la CEDEAO fait des recommandations, il faut que quelqu'un les applique. Et dans tous les pays, c'est le gouvernement qui les applique. Or, il y a une méfiance vis-à-vis du gouvernement. C'est pour ça que certaines personnes vous parlent de transition. Mais on a vu toutes les transitions qui ont été faites dans ce pays. C'est que du moment où nous sommes dans un pays où... Et c'est là où je trouve que les gens font une erreur. Dans une crise, c'est peut-être les centristes qui sont, à un moment donné, qui peuvent apaiser la situation et faire en sorte qu'on puisse avancer. Mais si vous êtes sur deux blocs opposés, si vous demandez la transition, les autres en face ne vont jamais accepter. Et c'est évident, parce que vous demandez la transition, ça veut dire qu'eux, ils vont perdre une partie de leurs privilèges, sans compter que malheureusement, nous sommes dans une situation où tout le monde a reconnu la victoire de M. Faure Gnassingbé en 2015, et il sera extrêmement difficile à la CEDEAO de remettre en cause un ordre constitutionnel établi et accepté par tous. Donc par rapport à vos recommandations, vous n'attendez rien de la CEDEAO, alors que le président français, lors de sa dernière sortie, c'est-à-dire tout récemment au Nigeria, confiait le cas togolais à l'organisation internationale. Non, nous ne disons pas que nous n'attendons rien de la CEDEAO. Aujourd'hui, on n'a que la CEDEAO qui va prendre des décisions. Ce que nous déplorons, c'est qu'on en soit arrivé là. Mais maintenant que nous sommes arrivés là, le 20 est tiré, il faut voir le 31, on aura les recommandations de la CEDEAO qui vont être contraignantes pour l'ensemble des acteurs togolais. Et malheur à celui qui va refuser ces recommandations parce que c'est là où nous sommes arrivés. Ok? Donc, moi je trouve que d'abord le président Macron fait bien. Lui va même plus loin. Il parle moins de la CEDEAO que de l'Union africaine. C'est-à-dire que bon, aujourd'hui le règlement des conflits est beaucoup plus sous-traité par les organisations sous-régionales, l'Union africaine, CEDEAO, et c'est ce qui se fait dans beaucoup d'autres continents. Et vous savez que la France a eu un rôle historique au Togo. On continue à parler de la France-Afrique. Et Macron, le président Macron, je pense, a à cœur à montrer qu'il n'a aucune leçon d'avoir donné aux Africains en termes de règlement de leurs conflits et qu'il délègue cette capacité-là à ses pairs africains. Mais ce que, bon, ces derniers temps, nous les Togolais, on aime trop ça. Actuellement, on épie tous les petits propos. Alpha Condé a dit ça. Et ce qui est amusant, c'est que dès que, du côté de nos amis de l'opposition, de notre camp, mais dès qu'un président, une organisation sous-régionale dit quelque chose qui ne va pas à notre faveur, on dit que de toute façon, nous, on ne les reconnaît pas. Je rappelle ici que le 5 octobre dernier 2017, la CEDEAO, l'Union africaine et le représentant ouest-africain de l'ONU avaient fait un communiqué demandant le référendum. Ce jour-là, j'étais à la plage et je me souviens très bien que beaucoup de leaders avaient dit, bon, la CEDEAO c'est qui? L'Union africaine c'est qui? L'ONU c'est qui?
c'est le peuple togolais qui décide. Vous voyez? Donc, en réalité, c'est que quand ça nous arrange, on court, on applaudit, on dit oui, il a dit ça. Et on va parier que si demain la CEDEAO donne des recommandations qui sont n'avantagent pas l'opposition, vous allez voir que tout à l'heure on va vous dire que de toute façon c'est un syndicat de présidents et qu'on savait qu'on ne pouvait pas compter sur la CEDEAO. C'est malheureux, mais bon, c'est comme ça. Après, excusez-moi du peu, c'est la politique. Mais pour revenir toujours sur les propos des gens, cette semaine également, Macron a dit que bon, le statu quo n'est plus possible au Togo. Bon, maintenant c'est la question, si on va aller sur les interprétations, c'est quoi le statu quo? On voit le verre à moitié vide et à moitié plein. Le statu quo, ça peut être le statu quo depuis le 9 août, ou ça peut être le statu quo depuis... Avant le non, depuis avril 67, date d'accession du pouvoir par le général Yassine. Donc, de quel statu quo Macron parle-t-il? Est-ce qu'il parle de l'accession de M. Yassine au pouvoir? Est-ce qu'il parle de 2005 de l'accession de M. Faure Yassine au pouvoir? Ou bien du 9 août? Voilà. Ce qui est sûr, c'est que le statu quo, qu'on fasse référence à l'arrivée de M. Yassine et à l'association par son fils ou à la crise actuelle, c'est que le statu quo, bien entendu, n'est pas possible. Pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est que cette situation fait craindre d'abord un risque sécuritaire sur l'ensemble de la sous-région, ce qui n'est pas acceptable. Parce que le Mali nous a fait comprendre la fragilité des États africains. Et qu'il suffit tout simplement qu'il y ait une brèche, que rapidement l'ensemble de l'appareil sécuritaire s'écroule comme un château de cartes. Et qu'on ne peut pas permettre que d'autres sources de tension puissent apparaître dans d'autres pays. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il est économique. La dernière fois, la C14 a eu une rencontre avec les acteurs de la Chambre de commerce. 70%, dont moi qui suis ici, des entreprises sont affectées par la crise. Moi, au moins, il y a déjà 6 ou 7 personnes que j'ai mis au chômage technique parce que les affaires ne marchent pas. Déjà, elles ne marchaient pas beaucoup avant, mais aujourd'hui, il y a une sorte de latence qui fait que tout le monde a peur et que bon, les affaires ne marchent pas terrible non plus. Donc, c'est un élément sur lequel il faut tenir compte. Voilà que les positions sont diamétralement opposées. Bon, nous avons d'un camp le gouvernement, de l'autre la C14, et vous qui êtes des centristes et la société civile, vous n'êtes pas écoutés. Quelle est maintenant cette solution de sortie de crise? La solution de sortie de crise pour nous, elle est très simple. Au moins, tout le monde aujourd'hui accepte qu'il faut faire la réforme constitutionnelle. Ça, c'est bon. La C14 a évolué sur sa position et aujourd'hui disent ok, il faut faire la limitation de mandat avec la mention en aucun cas, c'est ce que nous disons. Il faut faire les élections à 2 tours, nous le disons. Il faut faire la recomposition de la Cour constitutionnelle, nous le disons. Donc, et le gouvernement aussi le dit. Donc en réalité, sur la réforme constitutionnelle, depuis que la C14 a évolué en position, en réalité, il n'y a pas grand-chose qui empêche aujourd'hui qu'on fasse la révision constitutionnelle à l'Assemblée nationale. Maintenant, il reste le vote, les élections législatives et le cadre électoral. Nous disons, profitons du fait que nous avons la CEDEAO qui nous accompagne pour évacuer tout le contentieux électoral. Qu'est-ce qui ne marche pas? Mais ça a été fait en tout temps avec la francophonie lors des élections en 2015. Le problème, c'est que c'est ça la difficulté, c'est que si nous avons des élections qui sont systématiquement contestées, ça nous pose un problème. C'est le problème soit d'un côté le crédit des acteurs politiques ou alors le fonctionnement des instances électorales. Nous, on a déposé sur le tapis un certain nombre de propositions concrètes en disant voilà, il faut faire voter la diaspora, mais il ne faut pas seulement faire voter la diaspora, il faut faire représenter la diaspora à l'Assemblée nationale. Nous avons proposé 4 députés. Que ce soit des gens, parce que la diaspora contribue à hauteur de 300-400 milliards par an, et on ne peut pas laisser ces personnes... Puisqu'aujourd'hui, chaque famille a un membre de la diaspora. Donc il faut avoir des représentants à l'Assemblée nationale issus de la diaspora. Il faut revoir le découpage électoral. Il faut voir le mode de scrutin. Est-ce qu'on reste à celui qui était dans la Constitution, les 2 tours, ou bien même si on veut venir au scrutin proportionnel, parce qu'il y a une nuance, il y a le scrutin proportionnel au plus fort reste et le scrutin proportionnel à la plus forte moyenne. Aujourd'hui, nous utilisons la plus forte moyenne. Nous on propose de revenir au plus fort reste en ce qui concerne les élections proportionnelles. Donc il y a une série de propositions que l'ensemble de la classe politique s'asseye sous les yeux de la CEDEAO, disent voilà, nous, pour améliorer le cadre électoral, voilà. Et en ce moment, quand nous sommes sûrs que le cadre électoral est bon, profitons de la mobilisation populaire que nous avons aujourd'hui. Parce que nous partons du paradigme que le peuple est pour l'opposition.
Donc, transformons cette mobilisation populaire en mobilisation électorale. Gagnons les élections législatives de 2018. Et je vous fiche mon billet, si nous gagnons les élections législatives de 2018, nous aurons gagné les élections présidentielles de 2020. Pour deux raisons. La première, c'est qu'on ne le dit pas assez, mais même la constitution actuelle, si l'opposition majoritaire à l'Assemblée nationale, on se retrouve dans une cohabitation de fait. En réalité, la transition dont les gens parlent, eh bien, elle viendra si l'opposition gagne les élections. Et cette transition, elle sera légale. Alors que si on dit un accord de truc, le Premier ministre qu'on va choisir à l'issue d'un accord de transition, il n'aura pas de légalité, il n'aura pas de bas légal. Et on va se retrouver avec ce qui s'est passé avec M. Agboyibo. Il était là, Premier ministre de transition, mais il n'avait aucun pouvoir. Et quand même, il a organisé les élections de 2017. Donc, en réalité, ce qui est aujourd'hui le plus important, c'est de faire en sorte que l'opposition gagne les élections législatives. Qu'on ait un Premier ministre qui va être sans aucun doute issu de l'opposition, parce que sinon, il n'y aura pas le vote du gouvernement que ce Premier ministre va proposer, ou bien il y aura automatiquement une motion de censure pour le dégager. Et profiter de cette majorité-là pour assainir l'ensemble des cadres électoraux. Mais vous savez, le peuple a tendance à voter pour celui qui gagne. Si l'opposition gagne en 2020, d'abord, premier élément, c'est que M. Fogna Singbe, même s'il avait envie de se présenter en 2020, il n'irait pas. Il ne va pas avoir envie de prendre une grosse honte. Donc, au lieu de s'asseoir aujourd'hui pour dire M. Fogna Singbe ne doit pas se présenter, montrons-lui déjà depuis 2018 que le peuple a déjà fait son choix. Et il a fait le choix de l'opposition. Donc, la meilleure façon d'empêcher M. Fogna Singbe de se présenter, ce n'est pas de dire à la CEDEAO ou bien à qui que ce soit, ne vous présentez pas. Non, montrons-lui grâce aux élections de 2018 que vous n'êtes pas accepté par le peuple. Et à partir de ce temps-là, l'alternance, elle va être gratuite. Banjo. Banjo, vraiment, nous allons quitter la politique pour l'éducation. Cette semaine, les examens ont débuté au Togo avec le BEPC. Avant de devenir écrivain, vous avez fait un parcours scolaire. Et aujourd'hui, on parle que le français est un peu en rabais. C'est vrai? Non, ce n'est pas le français, c'est le niveau général qui est en rabais. Parce que le français, même en France, vous savez, beaucoup de personnes ne parlent pas très bien français. Mais c'est le niveau général qui est en rabais et c'est très inquiétant. C'est pour ça que les états généraux de l'éducation qu'on voulait faire, c'était une très bonne chose parce qu'il faut revoir le contenu. Il faut revoir le cursus pédagogique. Aujourd'hui, vous avez des gens qui ont fait du CPE 1 jusqu'à un doctorat sans avoir lu un seul livre. Donc, si on ne revoit pas le contenu pédagogique, si on ne revoit pas la façon dont on met des outils pédagogiques, surtout avec la révolution numérique aujourd'hui de l'informatique, ben nous continuerons à avoir un rabais. Mais il faut aussi mettre autre chose, il faut mettre en place des écoles d'excellence. C'est-à-dire qu'un enfant qui est à Paratao, à Diarpanga, qui est brillant, il ne va pas beaucoup évoluer s'il n'arrive pas à avoir une bourse qui lui permette d'accéder à une école où l'éducation est de meilleure qualité. Parce que nous avons le grand danger pour le Togo, c'est que dans 5 ou 10 ans, on risque d'avoir que des étrangers qui vont occuper des postes de responsabilité de notre pays. Pourquoi? Parce que nous ne cultivons pas suffisamment l'excellence, et l'excellence se cultive mieux dans d'autres pays que de l'autre. Voilà que l'année a été jalonnée tellement de grèves et tout récemment, les députés, le texte était passé devant les députés. Est-ce qu'on peut dire que les grèves sont finies? Ça commence à être réglé, vous savez, au Togo, il y a les textes et il y a leur application. On verra la rentrée si l'application du statut particulier de l'éducation va pouvoir satisfaire les enseignants. À qui j'ai toujours eu aussi un appel de patriotisme parce que, qu'on le veut ou non, il y a des ressources de l'État, il y a beaucoup de gaspillage au pays, je suis parfaitement d'accord, je le dénonce, mais il y a aussi les capacités de l'État ne sont pas extensibles parce que dans un pays comme le nôtre où on a 55% de taux de pauvreté, les priorités sont partout. Et le fait que l'année a été tellement allongée, selon vous, ça n'aura pas de répercussions? Non, elle a été adaptée. Aujourd'hui, je pense que les élèves ont eu à peu près leurs 8 ou 9 mois de cours. Je crois que pour les éléments que j'ai, les enseignants ont fini leur cursus. Mais par contre, maintenant, on verra. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans l'enseignement et les notes, les écrits des élèves vraiment laissent à désirer. C'est ce qui m'effraie beaucoup. Aujourd'hui, vous tombez sur des étudiants de Bac plus 3, Bac plus 4 qui ne sont pas en mesure non seulement de vous parler français sur 5 minutes, mais d'avoir du contenu. Voilà. C'est ça le problème. C'est que, bon, à la limite, même s'il le faut, passons en langue naturelle de nos villages, mais qu'il y ait du contenu. Et c'est l'absence de contenu qui est préoccupant. Et j'ai lu sur les réseaux sociaux que l'anglais, l'épreuve d'anglais contient des lacunes, des coquilles
mais que les élèves étaient sortis, certains élèves étaient sortis même avant qu'on ne corrige. Ça n'aura pas de répercussion. Écoutez, le problème c'est que si déjà les gens ont beaucoup de difficultés pour parler français, vous imaginez la Mais déjà par rapport à l'organisation, il n'y a pas de failles au niveau de l'organisation si on a pu laisser des lacunes dans les épreuves. Non, ce que nous déplorons, nous ne déplorons pas uniquement au niveau des élèves. Nous déplorons aujourd'hui, honnêtement, moi, il y a des enseignants qui ne méritent pas d'enseigner. Il y a des enseignants, on a vu des élèves qui reviennent avec des corrections que leurs enseignants leur font qui sont mauvaises. Et vous savez, un élève de CP1, CP2, CP3 et C1, ce que le maître dit, c'est parole d'évangile. Donc aujourd'hui, c'est tout. C'est pour ça que je parle des états généraux de l'éducation. Aujourd'hui, vous prenez n'importe qui, parfois qui a été en situation d'échec scolaire chronique, qui se retrouve enseignant et qui apprend... Catastrophe. Voilà, donc c'est ça. Il faut revoir tout ça. Donc des inspections du ministère de l'Éducation jusqu'au salle de classe. Dernier mot, on va parler du sport. La France est qualifiée pour les demi-finales. Oui, bon, maintenant après, la France n'était pas mon équipe préférée parce que... Moi-même. Voilà, bon, maintenant je pense que c'est au fur et à mesure la France a montré quand même qu'elle était une grande équipe. On l'a vu surtout sur ce dernier match, que les individualités qu'elle regorge pouvaient quand même s'harmoniser. Hier, il y a eu un très beau match, une très grande France. Et je crois qu'aujourd'hui, si je deviens supporter de France, c'est beaucoup plus pour la qualité de jeu qu'ils développent. Et bon, peut-être parce que... Elle est considérée comme le 6e pays africain. Non, moi je suis pas pour. Parce que vous savez, quand vous décidez de choisir la nationalité française, c'est en âme et conscience. Et on ne peut pas au même moment fustiger les Français en disant oui, mais les gens vous demandent les papiers, vous ne leur donnez pas. Et maintenant, quand ils donnent les papiers aux gens, les gens sont français, on dit oui, mais non, c'est des Africains. Il faut savoir ce qu'on joue à la fin. Soit on accepte que la France est un pays d'accueil. Et aujourd'hui, quand vous prenez les pays qui ont eu un passé colonial, comme la France, il faut peut-être même avouer que la France est peut-être celui qui permet à ces minorités d'émerger. L'Angleterre n'a pas autant de Noirs, la Belgique n'a pas autant de Noirs. Donc, à la limite, moi je pense qu'il y a une grande fierté à considérer que la France a mis en place un système qui permet à des minorités de pouvoir émerger parce que dans beaucoup d'autres pays, c'est les centres de formation qui existent en France qui permettent à des enfants des quartiers, des quartiers les plus défavorisés de pouvoir aller s'entraîner. Parfois, c'est le seul exécutoire qu'ils ont et de pouvoir devenir aussi des grands joueurs. Je suis sûr qu'au Togo, si on met les centres de formation qui sont à l'image des centres de formation qui en France, on aura de grands joueurs. Donc moi, je suis plutôt fier aujourd'hui d'avoir des Africains qui évoluent au haut niveau, pas uniquement dans l'équipe française, mais qui évoluent au haut niveau en Europe et dans de grandes équipes, grâce au centre de formation que met la France au profit de ces personnes-là. Monsieur Tama, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de l'avoir honoré de votre présence. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Vous nous avez consacré votre temps. Merci pour la fidélité renouvelée. Merci également à toute l'équipe qui m'a accompagné depuis la préparation, l'organisation et puis la mise en onde de cette émission. Vous pouvez également suivre cette émission à partir de mardi sur les réseaux sociaux, principalement YouTube. Je vous dis merci et à la semaine prochaine.